Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chezeville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Depuis le début de la guerre d'agression de la Russie, de Poutine contre l'Ukraine, la question de ce qu'on appelle les infotox, pour ne pas dire les fake news russes, revient régulièrement dans l'actualité. Le développement de l'intelligence artificielle semble même avoir décuplé les moyens des officines qui ont pour but de propager des mensonges, d'attiser la haine et de manipuler des vidéospectateurs peu au fait de leur technique et à travers eux d'influencer la rue de pays où la majorité de la population a peu accès, voire pas du tout, à des sources d'informations fiables et contradictoires. Au tout début de cette ère d'infotox, je me souviens d'une vidéo censée faire entendre un discours prononcé au Congo par Léopold II, roi des Belges, dans lequel ce souverain exprimait son racisme à l'égard des habitants de ce pays et encourageait l'exploitation intensive de ses ressources par tous les moyens. Cette vidéo, à l'époque, avait beaucoup circulé, et elle continue toujours à circuler d'ailleurs, dans les milieux congolais bien sûr, mais d'une manière générale dans toute l'Afrique francophone. Le seul problème était que Léopold II n'avait jamais mis les pieds au Congo. Il s'était contenté d'organiser la colonisation de ce pays depuis la Belgique. Autre problème, à l'époque de Léopold II, mort en 1909, les techniques d'enregistrement balbutiaient encore. Elles ne se sont réellement développées qu'après la Première Guerre mondiale, avec l'apparition du disque à partir de 1925. Nous ne connaissons donc pas la voix des grands hommes, de Napoléon, même de celle de son neveu Napoléon III, ou celle des grands acteurs politiques de la fin du XIXe siècle, ou même du début du siècle suivant. Il est tout à fait possible, voire même probable, que Léopold II ait prononcé des discours au sujet du Congo. Mais il ne l'a pas fait au Congo, et ses propos n'étaient certainement pas enregistrés. Pourtant, en quelques clics sur Internet, il est toujours possible d'entendre ce prétendu discours. Quel était le but de ceux qui l'ont fabriqué? Ils voulaient tout simplement prouver que le colonialisme est mauvais et que les Africains en ont été les victimes. Ce n'est pas faux. Mais la recherche historique, si elle est toujours plus difficile et plus fastidieuse, est toujours préférable à ce genre de fabrication et de manipulation. Mais cette histoire concernant le prétendu discours du souverain belge n'était que le début. Ceux qui l'ont fabriqué n'étaient que des amateurs, aisément démasquables, en comparaison avec ceux qui agissent de nos jours avec les moyens techniques que leur offre l'intelligence artificielle. Il est à présent possible de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, dans des vidéos qui ont toutes les apparences de vidéos authentiques. Certaines portent d'ailleurs le logo de grandes chaînes d'information réputées afin d'apporter de la crédibilité aux propos ou aux images qu'elles contiennent. L'Afrique semble être devenue la cible privilégiée des officines de production de telles vidéos. Depuis quelques semaines, j'ai remarqué que les principaux réseaux sociaux étaient inondés de vidéos mettant en scène un jeune capitaine, putschiste de son État, nommé Ibrahim Traoré, président autoproclamé du Burkina Faso. Il est arrivé au pouvoir dans son pays par un coup d'État militaire, ou plutôt une révolution de palais, le 30 septembre 2022, durant lequel il avait renversé un autre putschiste qui dirigeait le pays depuis 9 mois seulement. Ibrahim Traoré avait d'ailleurs participé au premier coup d'État de 2022, celui qui avait permis à son prédécesseur d'accéder au pouvoir. Comme au Mali et comme au Niger voisin, la transition s'éternise, tout en permettant aux putschistes de pérenniser leur présence à la tête de l'État. Au Burkina Faso,
le 25 mai 2024, au terme d'assises de la transition auxquelles n'ont pas participé les collectifs de la société civile et les partis opposés au pouvoir militaire, la transition a été prolongée de 5 ans à compter du 2 juillet 2024 et une nouvelle charte a été adoptée. Une charte qui accorde au capitaine Traoré le titre de président et qui lui permet de se présenter aux prochaines élections, c'est-à-dire dans 5 ans, si tout va bien. Grâce à son jeune âge, grâce à son verbe haut, Ibrahim Traoré est parvenu à séduire une partie de la jeunesse au Burkina Faso et ailleurs en Afrique. Beaucoup de jeunes Africains panafricanistes et anti-impérialistes croient voir en lui un nouveau Thomas Sankara. Pour rappel, le charismatique capitaine Sankara, lui aussi arrivé au pouvoir par un putsch, avait dirigé le Burkina Faso entre 1983 et 1987. C'est d'ailleurs lui qui avait renommé la Haute-Volta Burkina Faso, ce qui pourrait se traduire par, paraît-il, pays des hommes intègres. L'expérience révolutionnaire qu'il avait lancée n'avait pas duré, car il avait fini par être assassiné durant un nouveau coup d'État organisé par son frère d'armes et numéro 2, le capitaine Blaise Compaoré, lequel allait s'éterniser au pouvoir pendant 27 longues années. Depuis sa mort tragique, Thomas Sankara est devenu une sorte d'icône révolutionnaire pour plusieurs générations d'Africains. Il est clair que le capitaine Ibrahim Traoré a capitalisé sur ce souvenir et par ses postures anti-impérialistes, il tente de récupérer l'héritage sankariste alors même qu'il est né 1 an après l'assassinat de Sankara. Depuis son accession au pouvoir, Traoré s'est beaucoup rapproché de la Russie. On l'a encore vu le 9 mai dernier sur la place Rouge, parmi les quelques chefs d'État venus célébrer avec Vladimir Poutine la victoire soviétique de 1945. Sa grande taille, sa tenue de camouflage et son béret rouge ont d'ailleurs fait qu'il était très visible sur les images qui ont été retransmises de ces célébrations. Les officines russes de désinformation semblent s'être emparées de l'image de ce jeune leader pour le présenter à la rue africaine comme une réincarnation de Thomas Sankara. Pas une journée ne passe sans qu'une nouvelle vidéo ne soit produite pour exalter ses qualités et son courage, tout en révélant de prétendus complots visant à le renverser ou à l'assassiner, complots bien sûr ourdis par la France, par les États-Unis, et toujours déjoués grâce au fraternel appui des services secrets ou de l'armée russe. Un jour, on nous raconte comment son garde du corps favori a refusé d'éliminer son président, malgré la promesse qui lui avait été faite d'une récompense s'élevant à 5 millions de dollars. Un autre jour, une autre vidéo montre le capitaine en compagnie de célébrités de la variété US qui, bien sûr, font l'éloge du leader burkinabé. Dans une autre vidéo, on nous explique comment des avions de chasse de l'US Air Force ont tenté de détourner l'avion présidentiel et le contraindre à atterrir afin d'empêcher Ibrahim Traoré de se rendre à Moscou. Fort heureusement, Vladimir Poutine, alerté, a aussitôt envoyé ses propres avions de chasse afin d'assurer la protection de l'appareil à bord duquel se trouvait son ami burkinabé, après avoir bien sûr détruit les importuns F-35 de Donald Trump. Autre fable très populaire, une hôtesse de l'air aurait délogé Ibrahim Traoré de son siège en classe affaires à bord d'un avion de ligne afin de le donner à un homme d'affaires français, bien sûr. Cette histoire aussi invraisemblable a généré des millions de vues sur les différents réseaux sociaux. À l'occasion de l'élection du pape Léon XIV, une vidéo nous a expliqué qu'Ibrahim Traoré avait envoyé au souverain pontife une lettre qui n'avait rien d'un message de félicitations. Dans son prétendu courrier, le capitaine mettait en cause
la richesse du Saint-Siège, tout en lui reprochant son inaction alors que des millions d'enfants africains meurent de faim. Je n'ai aucun doute que cette nouvelle vidéo, comme les précédentes, est une infotox générée par les mêmes officines. Il faut d'ailleurs noter qu'à travers les différentes congrégations opérant au Burkina Faso ou à travers les diocèses de ce pays et la Caritas, l'Église catholique a rempli son rôle, et continue à remplir son rôle, que ce soit dans le domaine du développement ou dans ceux de l'éducation, de la santé ou de l'urgence. Dans ce pays pauvre du Sahel, là où l'État est bien souvent défaillant. Je suis donc persuadé que jamais le leader burkinabé, qui connaît bien les réalités passées et présentes de son pays, n'aurait pu envoyer une telle missive au nouveau pape. Pour ma part, un militaire putschiste, quel que soit son pays ou son continent d'origine, ne pourra jamais devenir un modèle. L'intervention de l'armée dans l'arène politique n'est jamais une bonne solution, quel que soit le pays, sauf peut-être dans une situation d'urgence ou de péril intérieur ou extérieur imminent. Et encore, même dans une telle situation, l'arrivée de militaires à la tête du pays devrait être aussi brève que possible, avant que le pouvoir ne soit rendu à des autorités civiles élues. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées, dit l'adage. La BBC s'est fait l'écho de cette avalanche ou de ce tsunami de vidéos à la gloire du leader du Burkina Faso et j'ai partagé l'article de la BBC sur un réseau social bien connu. Que n'avais-je pas fait? À peine l'avais-je fait que j'ai été attaqué, vilipendé par des messages, par des posts calomnieux, me taxant de colonialisme, d'impérialisme, de perroquet d'Emmanuel Macron, et que de toute façon, vu ma nationalité et vu ma couleur de peau, mon opinion sur le Burkina Faso et son cher leader ne pouvait être qu'une vision raciste, colonialiste, impérialiste, enfin tout ce que vous voulez. Dans le cas du Burkina Faso, la responsabilité première des militaires au pouvoir devrait être de lutter quotidiennement contre les infiltrations meurtrières des hordes djihadistes du JNIM, l'acronyme qui signifie Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Ces hordes sont venues de l'extérieur de ce pays, jadis si paisible. Or, dans ce domaine, le résultat de 3 années de régime militaire est loin d'être positif. Non seulement les attaques islamistes n'ont pas diminué, mais elles semblent au contraire avoir augmenté, et le bilan humain est terrible. Non seulement les djihadistes continuent à tuer et à massacrer, en particulier dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, mais l'armée et les milices d'autodéfense nommées VDP, Volontaires pour la défense de la patrie, ont, elles aussi, commis des atrocités contre les populations civiles. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, l'ampleur des atrocités perpétrées par les forces gouvernementales, les milices et les groupes armés islamistes dans l'ouest du Burkina Faso reste largement passée sous silence. Un rapport publié par cette organisation avait déjà documenté des exactions commises le 25 février 2025 à Soro et ayant fait au moins 223 morts civiles, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Des vidéos insoutenables ont depuis apporté la preuve de la véracité de ces massacres. On peut y voir des amas de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants, dont des enfants en très bas âge. D'autres images difficilement supportables montrent des cadavres brûlés. D'autres vidéos avaient déjà montré les massacres commis l'an passé, le 3 mai, et du 9 au 10 mai, au sud de la ville de Dori, au nord-est du pays. Le pire dans ces massacres commis par les militaires ou leurs supplétifs est qu'ils semblent cibler un groupe ethnique en particulier, les Peuls.
Le bilan humain de la campagne militaire baptisée Opération Tourbillon Vert 2, qui a débuté le 27 février dans la province de Banwa et qui s'est poursuivie vers le nord en direction de la province du Sourou jusqu'au 2 avril, semble avoir été particulièrement lourd. Selon Human Rights Watch, des villageois de la province de Banwa ont décrit des opérations militaires dans plusieurs endroits pendant au moins 6 jours. Les VDP tiraient en l'air ou sur les civils et volaient le bétail, forçant les villageois à fuir. Dans la zone située entre les villages de Bena et Lokoro, l'armée et les VDP ont coupé la route aux personnes en fuite en les prenant apparemment en tenaille, puis ont massacré au moins 130 civils et peut-être plusieurs centaines, pris au piège dans la brousse. Plusieurs centaines d'autres. Des témoins ont déclaré que la plupart des victimes dans la province de Banwa étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Des hélicoptères et des drones militaires surveillaient la zone, indiquant un contrôle direct du commandement de l'opération. Des milliers de familles Peuls, venant de plus de 20 villages, ont cherché à se rendre au Mali voisin pour y trouver refuge, a déclaré à Human Rights Watch un éleveur Peul de 44 ans, originaire de Solenzo, dont 8 membres de sa famille ont été tués. Cependant, nous ne pouvions pas atteindre le Mali sans traverser des villages qui étaient occupés par les VDP et l'armée. Les VDP nous ont tiré dessus comme des animaux pendant que des drones volaient au-dessus de nos têtes. Beaucoup de femmes et d'enfants sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas courir. Au moins 130 civils Peuls auraient perdu la vie dans ces massacres commis par les VDP et supervisés par l'armée. Pire, quand l'armée a réoccupé des villages restés longtemps sous le contrôle des djihadistes, elle n'y est pas restée longtemps et, à leur retour, les terroristes s'en sont pris à la population. Toujours selon Human Rights Watch, les combattants du GISM ont commis en représailles des meurtres de civils, ciblant les hommes qu'ils considéraient comme des collaborateurs de l'armée. Tous les hommes ont été exécutés devant le centre médical, a ainsi décrit une femme de 60 ans qui a été témoin des abus commis par le GISM, le groupe terroriste, dans le village de Tiao le 5 avril. J'ai compté jusqu'à 70 cadavres, a-t-elle déclaré. Hélas, sur le terrain purement militaire, l'armée du Burkina Faso s'est montrée incapable de prévenir les attaques djihadistes qui semblent au contraire s'être intensifiées ces derniers mois dans plusieurs régions du pays. C'est ainsi que le 11 mai dernier, le JNIM a lancé une offensive contre le camp militaire de Djibo dans la province du Soum. Plusieurs localités, dont Solé dans le nord, Sabsé au centre-nord ou Yondé dans le centre-est, ont également été visées par des attaques. Des attaques d'une rare violence auraient fait des dizaines de victimes au sein de la population civile et dans les rangs de l'armée. À Sabsé, le commissariat de police a été attaqué et pillé, des commerces ont été incendiés par les assaillants. Selon des habitants, les combattants du JNIM ont brûlé des maisons, le centre de santé, et ont attaqué la base militaire, pris des armes et incendié les bâtiments. Puis, selon des témoins, ils ont paradé en ville et se sont ensuite pris en photo. Des photos qu'ils se sont dépêchés de publier sur les réseaux sociaux. Sur l'une de ces photos, on peut voir 3 combattants debout sur le monument de la place de l'Alliance des États du Sahel, une place qui avait été inaugurée quelques mois auparavant. Sur un autre cliché, on peut voir des djihadistes posant dans le bureau du commandant militaire de Djibo, sous le portrait officiel du chef de la transition, Ibrahim Traoré, accroché au mur. Comme si cela ne suffisait pas, le régime du capitaine Traoré s'est également illustré avec des arrestations arbitraires et des disparitions d'opposants ou supposés tels. Fin mars 2025, Gezuma Sanogo et Boukari Woba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina,
ont été embarqués par des hommes en civil se présentant comme des policiers travaillant pour les services de renseignement burkinabés. Quelques jours auparavant, ils avaient tenu une conférence de presse pour dénoncer les restrictions imposées à la liberté d'expression, imposées par le pouvoir, et demander aux autorités de libérer les journalistes arbitrairement détenus. Ces deux cas ne sont hélas que les derniers d'une longue liste de personnalités arrêtées ou disparues. Certaines auraient même été enrôlées de force dans l'armée et envoyées au combat. Comme on peut le voir, le bilan de ces 3 années de régime militaire au Burkina Faso n'est guère brillant, au moins du point de vue sécuritaire et de celui des droits de l'homme et de la démocratie. L'est-il dans d'autres domaines? Je ne demande qu'à le croire. Dans celui du développement, de la santé, de l'éducation par exemple. Je ne me prononcerai pas sur ces aspects-là, mais la situation sécuritaire catastrophique et le nombre très important de personnes déplacées par cette guerre qui ne dit pas son nom, ne peut qu'avoir un impact très négatif sur la situation économique du pays, qui demeure l'un des plus pauvres au monde. La décision prise par les autorités militaires de sortir de la CEDEAO, l'Union économique des pays de l'Ouest africain, alors que la voie principale pour les exportations et les importations du Burkina Faso, un pays enclavé, passe par la Côte d'Ivoire et le port d'Abidjan, a certainement aggravé cette situation économique. Le capitaine Ibrahim Traoré, titulaire d'une maîtrise en géologie, obtenue avec mention d'une des universités du pays, vice-major de sa promotion de l'école de formation d'officiers de Pau, P-O et non pas P-A-U, c'est la 2e ville du pays, est certainement un homme intelligent. Sans doute est-il sincère et animé de louables intentions pour son pays. Mais au-delà des beaux discours et des belles proclamations anti-impérialistes, les réalités du terrain demeurent. Le Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, sont des pays pauvres où la majorité de la population est encore analphabète, où le nombre d'enfants par femme est toujours très élevé, ainsi que le taux de mortalité infantile. Ce sont en outre des pays victimes de la déstabilisation du Sahel, consécutif à la chute de Kadhafi en Libye. Les groupes terroristes djihadistes se jouent des frontières rectilignes et incontrôlables de ces vastes étendues désertiques. Le Burkina Faso, à lui tout seul, ne pourra pas résoudre le grave problème sécuritaire qui avait commencé par affecter ses 2 grands voisins, le Mali et le Niger. Le capitaine Traoré croit avoir trouvé à Moscou un allié fiable et solide qui lui permettra de relever à la fois le défi sécuritaire et aussi celui du développement. Pour ma part, je demeure persuadé que la Russie a d'autres soucis en ce moment et que l'intérêt de Vladimir Poutine pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger est essentiellement motivé par son désir de s'en prendre aux intérêts français afin de punir la France pour son soutien à l'Ukraine. La Russie, avec sa coûteuse et interminable guerre contre son voisin ukrainien, malgré ses immenses ressources naturelles, n'a certainement pas les moyens de rétablir la situation sécuritaire de ces 3 pays sahéliens ou de les aider à se développer. Par contre, ces officines peuvent continuer à propager la désinformation au sein des masses populaires du continent afin d'exciter la haine contre l'Occident et en particulier contre la France. Mais Ibrahim Traoré, avec son bilan calamiteux en matière de sécurité, de droits de l'homme et de démocratie, ne saurait incarner l'espoir pour l'avenir de son pays et celui du continent. Il est plus facile de parader en treillis à Moscou, loin du champ de bataille, que de venir à bout des graves périls qui menacent la survie même de ce pays autrefois si paisible. Et ce ne sont pas des vidéos fabriquées par l'intelligence artificielle à la gloire de ce jeune leader qui réussiront à résoudre les immenses difficultés du Burkina Faso. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine.